L'air dans la salle à manger était si lourd, si chargé d'électricité statique et de ressentiment, qu'on aurait pu le sculpter. C'était il y a exactement 6 mois, un mardi soir pluvieux de novembre à Lille, le genre de soirée où le froid humide du nord pénètre jusqu'à la moelle des os, traversant les murs de briques rouges les plus épais. Mais le froid qui régnait à l'intérieur du « théâtre des ombres », cette immense demeure familiale où je vivais comme une étrangère, était bien plus glacial que celui de l'extérieur. Je m'appelle Servane. J'ai 34 ans, et ce soir-là, assise au bout de la longue table en chêne massif qui avait vu défiler 3 générations de Dubois, je me sentais vieille. Vieille de fatigue, vieille de déception, vieille d'avoir porté sur mes épaules le poids d'une famille qui ne voyait en moi qu'une bête de somme. L'odeur du rôti de veau aux morilles, un plat riche et onéreux que ma mère avait commandé chez le meilleur traiteur de la ville, ne parvenait pas à masquer l'amertume qui flottait dans l'air. Ma sœur aînée, Ophélie, trônait face à moi. À 38 ans, elle était, je dois l'admettre à contre-cœur, magnifique. Sa robe de cocktail rouge sang, une pièce de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, moulait parfaitement son corps entretenu par des séances de spa hebdomadaires. Ses cheveux blonds tombaient en cascades soyeuses sur ses épaules nues, et ses yeux bleus brillaient sous la lumière du grand lustre en cristal. Mais ce n'était pas une lueur de chaleur. C'était l'éclat froid et tranchant de l'acier poli. Mes parents, Hubert et Bernadette, l'encadraient comme 2 gardes du corps dévoués, leur sourire figé ressemblant à des masques de cire qui commençaient à fondre sous la chaleur des bougies. Et à côté d'Ophélie se trouvait son mari, Amaury, un homme au visage mou et au regard fuyant, qui avait l'air suffisant en faisant tourner un verre de Château Margaux millésimé, un vin que j'avais sans doute payé indirectement. Le silence n'était troublé que par le tintement de l'argenterie contre la porcelaine de Limoges. Jusqu'à ce qu'Ophélie décide de planter la première dague. « Tu sais, Servane » commença-t-elle, sa voix doucereuse dégoulinant de cette condescendance qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. « C'est vraiment dommage que tu n'aies jamais rien fait de ta vie. Regarde-toi. Tu rentres à peine du travail, tu empestes la poussière de plâtre et la sueur rance. Quelle honte pour la famille Dubois d'avoir une fille qui ressemble plus à un ouvrier de chantier qu'à une femme du monde. » Je venais effectivement de rentrer de mon poste d'ingénieur en contrôle technique et sécurité. J'avais passé 10 heures sur un échafaudage branlant, sous la pluie battante, à inspecter les fissures structurelles d'un immeuble en péril dans la banlieue lilloise. Je portais encore ma tenue de travail, mes bottes de sécurité boueuses laissées dans l'entrée, mais mes vêtements imprégnés de l'odeur du labeur. Je n'avais même pas eu le droit de prendre une douche avant de servir à table, car ma mère avait insisté pour que le dîner commence à 20 heures précises. J'ai pris une gorgée lente d'eau, sentant le liquide frais apaiser ma gorge sèche, et j'ai gardé ma voix égale, refusant de lui donner la satisfaction de voir ma colère. « Quelqu'un doit bien travailler pour payer les factures de chauffage, Ophélie, répondis-je calmement. Ce vieux théâtre est une passoire thermique, les murs ne sont pas isolés, et tes robes de soie ne nous gardent pas au chaud quand l'hiver arrive. » C'était la mauvaise chose à dire. Ou peut-être, avec le recul, était-ce exactement la chose qu'il fallait dire pour faire tomber les masques et précipiter la fin de cette farce macabre. Le visage d'Ophélie se tordit instantanément dans un masque de rage pure, une transformation si soudaine qu'elle en était effrayante. La beauté disparut, remplacée par une laideur intérieure qui remontait à la surface. Elle se leva brusquement de sa chaise, ses mouvements secs et violents faisant teinter l'argenterie et renverser la salière. Avant que je puisse réagir, avant que je puisse lever la main pour me protéger, le contenu rouge foncé de son grand verre de vin dessina un arc parfait dans l'air. Le liquide vint s'écraser sur mon visage avec une violence inouïe. Le vin froid a choqué ma peau, puis a commencé à brûler mes yeux. L'odeur acide du tanin a envahi mes narines, me coupant le souffle. Je sentis le liquide poisseux dégouliner le long de mon nez, sur mes lèvres, couler dans mon cou et tremper le devant de ma chemise blanche, la seule propre que j'avais réussi à garder, dans une tache grotesque ressemblant à une blessure mortelle. « Tu as jusqu'à l'aube pour dégager de ma maison !» hurla-t-elle, sa voix se brisant dans les aigus, résonnant contre les hauts plafonds voûtés de la salle à manger. « Je ne supporte plus ta présence toxique ici. Tu n'es qu'une sangsue, une ratée jalouse qui pollue notre air. Tu as entendu ? Dehors !» Un battement de silence stupéfait suivit son cri hystérique. Le temps sembla se figer. Le vin continuait de goûter de mon menton sur la nappe brodée.
Ploc. 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 Puis, le son le plus horrible de la soirée retentit. Ma mère, Bernadette, commença à applaudir. Doucement d'abord, puis avec plus de conviction. Bravo, ma chérie, roucoula-t-elle, les yeux brillants d'une admiration fanatique pour sa fille aînée. Il était temps que quelqu'un la remette à sa place. Elle devenait insupportable avec ses airs de martyr. Mon père, Hubert, gloussa, un son sec et grinçant, en se resservant du vin comme si de rien n'était. Allez, Servane, tu as entendu ta sœur. Fais tes valises. On en a assez de te voir traîner ici comme une âme en peine. Tu nous gâches l'appétit. Il s'attendait à ce que je pleure. Il s'attendait à ce que je baisse la tête, que je demande pardon, que je cours me cacher dans ma chambre de bonne humide au rez-de-chaussée pour sangloter dans mon oreiller, comme je l'avais fait tant de fois au cours des 9 dernières années. Il pensait m'avoir brisé. Mais il ne savait pas que les années passées à être leur paillasson avaient forgé quelque chose de plus dur en moi. Quelque chose de froid, de tranchant et d'incassable, comme un diamant formé sous une pression tectonique insupportable. Je ne bougeais pas pour m'essuyer. Je laissais le vin couler. Je levais lentement les yeux vers leur visage triomphant, mémorisant chaque détail de leur cruauté, le rictus méprisant d'Ophélie, l'indifférence satisfaite de mon père, la joie malsaine de ma mère. Un sourire lent, presque imperceptible, s'étira sur mes lèvres tachées de rouge. Un sourire qui ne touchait pas mes yeux. Je plongeai la main dans la poche profonde de ma veste de chantier, que j'avais posée sur le dossier de ma chaise. Mes doigts se refermèrent sur l'objet métallique froid que je gardais sur moi chaque seconde de chaque jour depuis 9 ans. Mes mouvements étaient délibérés, calmes, contrastant avec le chaos émotionnel de la pièce. Je sortis une unique clé. Ce n'était pas une clé ordinaire. C'était une clé en laiton massif, lourde, ternie par le temps, ornée des armoiries complexes de la famille Dubois. Une clé ancienne, maîtresse, capable d'ouvrir toutes les portes de cette bâtisse. Je la posai sur la table en chêne, juste entre le plat de rôti et le chandelier. Le bruit fut sec, mat, définitif. Comme le bruit d'un marteau de juge scellant une condamnation. Alors, tu as 60 secondes, dis-je. Ma voix était dangereusement calme, basse, mais elle portait jusqu'aux coins les plus reculés de la pièce. Ophélie cessa de respirer. Le sourire de mon père s'effaça. Ma mère figea ses mains en l'air. Et c'est à ce moment précis, dans ce silence de mort, que leur monde de mensonges a commencé à s'effondrer. Bonjour à tous les amis. Je sais que vous êtes impatients de savoir ce qui va se passer après ce compte à rebours, et croyez-moi, la suite est encore plus satisfaisante que vous ne pouvez l'imaginer. Mais avant de vous révéler le secret explosif que cache cette clé et pourquoi ma propre famille me traite avec tant de cruauté, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. De quelle ville, de quel pays nous rejoignez-vous ce soir? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire m'aide à faire entendre ma vérité et à exposer les injustices. Merci beaucoup de votre soutien. Maintenant, revenons à cette table. Revenons à ces 60 secondes qui allaient changer ma vie pour toujours. Le silence qui suivit ma déclaration fut assourdissant. Ophélie fixa la clé comme si c'était un serpent venimeux prêt à mordre, ses yeux écarquillés passant de l'objet en laiton à mon visage impassible. Amaury cessa de mâcher, un morceau de viande restant coincé dans sa joue. Mes parents échangèrent un regard inquiet, ce genre de regard coupable que partagent les complices quand ils sentent que le vent tourne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Ophélie, sa voix tremblant légèrement, bien qu'elle essayât désespérément de conserver son arrogance habituelle. « Une clé ? Tu crois nous faire peur avec une vieille clé rouillée ? Tu deviens sénile avant l'âge, ma pauvre fille. » Je ne répondis pas tout de suite. Je consultai ostensiblement ma montre bracelet bon marché. 50 secondes, annonçai-je simplement. Pourquoi cette clé était-elle si terrifiante? Pourquoi avais-je autant d'assurance face à eux? Pour comprendre la puissance sismique de cet instant, il ne suffit pas de regarder la scène. Il faut remonter le temps. Il faut creuser dans les fondations pourries de notre histoire familiale. Il faut revenir 9 ans en arrière. J'avais 25 ans. Je venais tout juste de terminer mes études d'ingénieur avec les félicitations du jury. J'étais jeune, pleine d'espoir, et naïve.
Contrairement à Ophélie, qui avait passé sa jeunesse à courir les auditions de danse sans succès, à dépenser l'argent de nos parents dans des boutiques de luxe et à collectionner les petits amis riches, j'avais passé la mienne la tête dans les livres et les mains dans le ciment sur les chantiers de stage. Le « Théâtre des Ombres » n'était pas seulement une maison pour nous. C'était un héritage, un monument. C'était une immense bâtisse du XIXe siècle située dans le Vieux-Lille, un ancien théâtre privé que mon arrière-grand-père avait transformé en habitation. Mais en réalité, il appartenait à ma tante Solange, la sœur aînée de mon père. Tante Solange était la véritable matriarche de la famille, une femme excentrique, forte, indépendante, qui portait des pantalons d'homme, fumait la pipe et avait toujours méprisé la superficialité crasse de mon père et la vanité maladive de ma mère. Toute mon enfance, j'avais été l'ombre d'Ophélie. Les rôles avaient été distribués dès notre naissance. Ophélie était la lumière, le cygne blanc, la princesse. J'étais le vilain petit canard, l'ombre, la bricoleuse. Celle qu'on appelait quand le Wi-Fi ne marchait pas, quand une ampoule grillait au plafond, ou quand il fallait déboucher les toilettes. Je me souviens encore de ce jour terrible, pour mon 10e anniversaire. J'avais supplié mes parents de m'inscrire au conservatoire pour apprendre le piano. Je rêvais de faire résonner de la musique dans le grand salon vide. Mon père, Hubert, m'avait regardé avec dégoût, fixant mes mains d'enfant déjà abîmées par le jardinage que je faisais pour aider le voisin. Servan a des mains d'homme, avait-il dit en riant, comme si c'était une blague amusante. Des mains faites pour la terre, pas pour l'ivoire. Tu casserais les touches, ma fille. Heureusement qu'Ophélie a la grâce pour deux. L'argent des cours ira pour sa nouvelle tenue de ballet. Elle a un gala important. Ce jour-là, j'ai compris que je ne serais jamais assez bien pour eux. J'ai enterré mon rêve de musique et j'ai appris à réparer les fuites d'eau. Mais tante Solange voyait les choses différemment. Elle voyait qui tenait vraiment les murs de cette maison. Elle voyait qui se levait à l'aube pour dégivrer les tuyauteries en hiver pendant que les autres dormaient sous leur couette en plumes. Elle voyait qui aimait vraiment cette vieille bâtisse, non pas pour son prestige, mais pour son âme. Quand Solange est tombée malade, un cancer des poumons foudroyant, c'est moi qui ai dormi sur un fauteuil d'hôpital inconfortable à son chevet pendant 3 mois. J'ai tenu sa main pendant les chimiothérapies, j'ai écouté ses histoires, j'ai essuyé son front fiévreux. Mes parents ? Ils passaient une fois par semaine, le dimanche après-midi, pendant 20 minutes. Ils lorgnaient sur les bijoux de la tante posés sur la table de nuit, demandant au médecin avec une fausse inquiétude combien de temps il restait exactement. Ils avaient déjà fait les plans pour vendre le théâtre. Ils rêvaient d'appartements modernes et vitrés sur la Côte d'Azur, loin de la pluie du Nord et des souvenirs encombrants. C'est lors d'une nuit d'orage, une semaine avant sa mort, que Solange m'a donné cette clé. La pluie fouettait la fenêtre de la chambre d'hôpital stérile, couvrant le bruit de sa respiration sifflante. Servan, m'avait-elle chuchoté, sa main squelettique serrant la mienne avec une force surprenante. Ils sont comme des vautours. Je les vois. Ils attendent que je ne respire plus pour dépecer ma maison, pour vendre mon âme au plus offrant. Mais je ne les laisserai pas faire. Cette maison est vivante, et elle a besoin de quelqu'un qui la comprend. Elle m'a révélé ce soir-là qu'elle avait tout arrangé dans le plus grand secret avec son notaire de confiance, maître Zora Belkacem. Elle ne voulait pas que le théâtre soit vendu et découpé en appartements sans âme. Elle voulait qu'il me revienne. Mais elle savait que si elle me le léguait directement par testament, mes parents me feraient la guerre. Ils me manipuleraient, me culpabiliseraient, ou pire, contesteraient le testament en invoquant sa sénilité. Alors, elle avait fait quelque chose de brillant, de machiavélique et de définitif. Elle m'avait vendu la maison en viager 1 an auparavant, pour une somme symbolique qu'elle m'avait elle-même prêtée secrètement via un compte tiers. Juridiquement, le théâtre était à moi. Depuis 1 an. J'étais la nue propriétaire, et à sa mort, je deviendrais la propriétaire pleine et entière. Mais promets-moi une chose, m'avait-elle fait jurer, ses yeux voilés brillants d'une dernière lueur de malice et de sagesse. Ne leur dis rien tout de suite. Laisse-les croire qu'ils sont les maîtres. Laisse-les croire qu'ils ont hérité. Laisse-les montrer leur vrai visage. Donne-leur une chance, si tu veux, car je sais que tu as le cœur tendre, ma petite. Mais le jour où ils franchiront la ligne, le jour où ils essaieront de te détruire, utilise cette clé. C'est la clé de ta liberté.
J'avais promis, les larmes aux yeux. Je pensais que cela durerait 1 an, peut-être 2. Je pensais qu'il changerait. Je ne savais pas que je m'apprêtais à signer pour 9 ans d'enfer sur terre. Après les funérailles de Solange, qui furent expédiées avec une rapidité indécente, mes parents ont immédiatement pris possession des lieux comme des conquérants. Ils ont investi la grande chambre principale de tante Solange, jetant ses vêtements personnels dans des sacs poubelles que j'ai dû récupérer en cachette pour les sauver. Ils ont relégué mes affaires dans l'ancienne loge du concierge, une pièce humide au rez-de-chaussée, sans fenêtre directe sur l'extérieur, qui sentait le moisi et la pierre froide. C'est temporaire, avait dit ma mère en installant ses fourrures dans le dressing de Solange, sans même me regarder. En attendant de régler la succession avec ce notaire incompétent qui fait traîner les choses. On ne va quand même pas te donner une chambre d'amis, on en aura besoin pour les invités de marque. Bien sûr, Maître Zora faisait traîner les choses exprès, sur mes instructions strictes. Elle prétextait des complications administratives infinies, des recherches généalogiques obscures, des problèmes cadastraux insolubles. Mes parents, trop paresseux pour lire les courriers juridiques et trop radins pour engager leur propre avocat, croyaient tout ce qu'on leur disait. Ils se comportaient comme les propriétaires légitimes, ivres de leur nouveau pouvoir. Et moi ? J'étais devenue leur domestique non rémunéré. Cendrillon s'en fait marraine. Je me levais à 6 heures du matin, dans le froid, pour vérifier la chaudière capricieuse avant qu'il ne se réveille. Je partais travailler toute la journée sur des chantiers dangereux, bravant le vent et la pluie pour gagner ma vie. Et le soir, je rentrais épuisée pour trouver l'évier débordant de vaisselle sale, les poubelles pleines et le sol jonché de leurs affaires. « Ah, te voilà enfin », disait souvent Ophélie, allongée sur le canapé en velours, regardant une émission de télé-réalité idiote, un verre de vin à la main. « Le lave-vaisselle est en panne. Tu peux regarder ? Et dépêche-toi, j'ai des invités ce soir, je ne veux pas qu'ils voient ce bazar. » Jamais un merci. Jamais un « comment s'est passée ta journée ?» Juste des ordres, des soupirs d'impatience et du mépris. Mais le pire n'était pas le travail domestique. Le pire, c'était l'argent. L'exploitation financière systématique. Le « théâtre des ombres » était un gouffre financier. Chauffer une telle bâtisse avec ses hauts plafonds coûtait une fortune. La taxe foncière était exorbitante. Et mes parents, qui vivaient bien au-dessus de leurs moyens avec leur petite retraite et leur goût de luxe, n'avaient jamais assez d'argent liquide. « Servane, ma chérie », disait mon père avec cette voix doucereuse et hypocrite qu'il prenait quand il voulait quelque chose. « Tu sais, la taxe d'habitation est arrivée. On est un peu juste ce mois-ci, avec les frais médicaux de ta mère, qui n'étaient que des injections de Botox. Tu pourrais avancer ? C'est ta contribution au loyer, après tout. Tu vis ici gratuitement, c'est la moindre des choses. Contribution au loyer. » L'ironie était si forte qu'elle me brûlait la gorge comme de l'acide. Je payais pour vivre dans ma propre maison, traitée comme une locataire indésirable et encombrante. Mais je payais. Pourquoi ? Parce que j'étais faible. Parce que je voulais désespérément qu'il m'aime. Je me disais chaque jour, s'ils voient à quel point je suis utile, à quel point je suis dévouée, peut-être qu'ils finiront par me respecter. Peut-être qu'ils finiront par voir que je suis une bonne fille. Quelle erreur tragique. Quelle naïveté impardonnable. C'est lors de la 3e année que j'ai commencé le carnet noir. Ce n'était pas un vrai carnet physique, bien sûr, trop risqué. C'était un fichier Excel crypté sur le cloud, accessible uniquement depuis mon téléphone et mon ordinateur portable sécurisé. J'ai commencé à tout noter. Chaque centime. Chaque humiliation chiffrée. 15 octobre 2017, réparation de la toiture, fuite dans la chambre d'Ophélie qui menaçait ses robes. Coût, 4 500 €. Payé par Servane. Motif donné par papa, je n'ai pas de liquidité, la banque a bloqué le virement. Faux, il venait d'acheter une montre. 22 décembre 2017, facture de régularisation de chauffage. Coût, 1 200 €. Payé par Servane. Motif, maman a eu trop froid et a monté le thermostat à 25 degrés tout l'hiver. 14 février 2018, robe de cocktail pour Ophélie. Coût, 800 €. Payé par Servane. Motif, c'est un investissement pour qu'elle trouve un mari riche qui nous aidera tous.
La liste s'allongeait, mois après mois, année après année. C'était un catalogue précis de ma propre stupidité et de leur avidité sans fond. Je me privais de tout. Je n'allais jamais au restaurant avec des collègues, je n'achetais pas de vêtements neufs, je conduisais une vieille Clio qui tombait en ruine et prenait l'eau. Tout mon salaire d'ingénieur passait dans l'entretien de cette maison et les caprices de ma famille. Le point de rupture financier a failli arriver lors du premier mariage d'Ophélie, il y a 4 ans. Elle voulait une réception grandiose dans le jardin d'hiver du théâtre, avec des fleurs importées de Hollande et un orchestre de jazz. On n'a pas le budget, ma chérie, avait pleurniché ma mère, les larmes aux yeux. Puis, ils s'étaient tous tournés vers moi, comme un seul homme. Servan, avait dit Ophélie, me prenant les mains pour la première fois depuis des années, ses yeux brillants de fausses larmes. C'est le plus beau jour de ma vie. Tu ne vas pas gâcher ça pour une histoire d'argent sordide, si? Tu as un bon salaire d'ingénieur. Tu es célibataire, tu n'as pas de dépenses. Tu peux faire un petit prêt à la consommation. On t'aidera à rembourser, promis. C'est pour la famille. J'ai fait le prêt. 15 000 €. Ophélie a eu son mariage de princesse. Elle a porté une robe en dentelle de Calais hors de prix. Elle a divorcé 6 mois plus tard. Son mari l'a trompée avec sa prof de yoga. Ils ne m'ont jamais remboursé un seul centime. J'ai passé 2 ans à manger des pâtes sans beurre pour rembourser la banque, pendant qu'Ophélie partait en retraite spirituelle à Bali aux frais de mes parents pour se remettre de son divorce, postant des photos de cocktails sur la plage pendant que je travaillais même le dimanche. Mais l'argent n'était rien comparé à ce qu'ils m'ont pris ensuite. L'argent se gagne, se perd, se remplace. Mais ils m'ont pris mon bonheur. Ils m'ont pris la seule personne qui m'avait fait sentir que je valais quelque chose. Il y a 2 ans, j'ai rencontré Thibaut. C'était un architecte du patrimoine, passionné par les vieux bâtiments, les pierres qui ont une histoire. Nous nous sommes rencontrés sur un chantier de rénovation d'une cathédrale gothique. Il était beau, avec ses cheveux en bataille et ses yeux rieurs. Il était intelligent, cultivé. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un me regardait avec admiration. Il ne voyait pas la bricoleuse aux mains sales. Il voyait une femme compétente, passionnée, forte. Il aimait mes mains calleuses, il disait qu'elles étaient des mains qui bâtissaient le monde. Il aimait mon esprit pratique, il aimait ma résilience. Tu es la personne la plus incroyable que je connaisse, Servan, me disait-il souvent en caressant ma joue, alors que nous étions assis dans un petit café du Vieux-Lille, regardant la pluie tomber. Mais ta famille, ils te détruisent à petit feu. Ils te mangent l'âme. Tu dois partir de là. Nous étions heureux. Nous parlions mariage, enfants, avenir. Il voulait m'emmener vivre au Canada, à Montréal, où il avait une opportunité de travail fantastique pour restaurer des bâtiments victoriens. J'étais prête. J'étais prête à tout laisser, même le théâtre, même ma promesse à tante Solange, pour le suivre et vivre enfin ma vie. Puis est venu le jour fatidique où j'ai décidé de le présenter officiellement à ma famille. Je voulais faire les choses bien. Je voulais croire que, pour une fois, il serait heureux pour moi. Ophélie, fraîchement divorcée pour la 2e fois et amère comme le fiel, a vu Thibaut. Elle a vu comment il me regardait, avec cet amour inconditionnel qu'elle n'avait jamais réussi à obtenir de ces hommes riches. Et elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté que, le vilain petit canard, est ce qu'elle n'avait pas, un homme bien qu'il aimait sincèrement. Le dîner avait commencé de manière tendue. Ophélie avait sorti le grand jeu. Elle avait mis sa robe la plus décolletée. Elle a flirté outrageusement avec Thibaut, riant trop fort à ses blagues polies, se penchant vers lui pour lui servir du vin, frôlant son bras. Thibaut, mal à l'aise, restait poli mais distant, me serrant la main sous la table pour me rassurer. À la fin de la soirée, alors que je débarrassais la table, comme toujours, pendant qu'il buvait le café au salon, Thibaut s'est excusé pour aller aux toilettes. Ophélie s'est levée discrètement et l'a suivi dans le couloir sombre. Je rangeais les assiettes dans la cuisine quand, quelques secondes plus tard, un cri perçant a déchiré l'air. Un cri de femme terrorisée. Nous nous sommes tous précipités dans le couloir. La scène était soigneusement mise en scène. Ophélie était par terre, recroquevillée contre le mur, sa blouse déchirée à l'épaule, pleurant des larmes de crocodile, son maquillage coulant artistiquement. Thibaut se tenait là, pétrifié,
les mains en l'air, le visage blême de choc. Il m'a touché, hurlait Ophélie entre deux sanglots. Il a essayé de m'embrasser de force. Il m'a coincé dans le couloir. Il a dit que j'étais plus belle que toi, que tu n'étais qu'un passe-temps. Il a essayé de mettre ses mains sous ma jupe. C'est faux, a crié Thibaut, la voix tremblante d'horreur. Elle s'est jetée sur moi. Elle a déchiré sa propre chemise quand je l'ai repoussée. Servane, je t'en supplie, crois-moi. J'ai regardé Thibaut. Je connaissais cet homme. Je connaissais son intégrité, sa douceur, son respect absolu pour les femmes. Et je connaissais ma sœur. Je connaissais ses mensonges, ses manipulations, sa jalousie maladive. Mais mes parents n'ont pas hésité une seconde. Sors de chez moi, espèce de pervers, a rugi mon père en se jetant sur Thibaut pour le pousser vers la porte. Ne t'avise plus jamais d'approcher mes filles. Je devrais appeler la police pour agression sexuelle. J'ai essayé de le défendre. J'ai crié, j'ai pleuré, je me suis interposée. C'est elle qui ment. Je la connais. Arrêtez. Thibaut n'a rien fait. Ma mère s'est retournée vers moi et m'a giflé. Une gifle sèche, brûlante, qui a résonné dans le couloir. Comment oses-tu traiter ta sœur de menteuse alors qu'elle vient d'être agressée sous notre toit? A-t-elle sifflé, les yeux fous de rage? Tu es aveuglé par ta jalousie et ton désespoir d'avoir un homme. Tu préfères croire un étranger plutôt que ta propre sœur? Tu me dégoûtes. Thibaut est parti cette nuit-là, humilié, brisé, son honneur sali. Il ne pouvait pas supporter d'être accusé d'une telle chose abominable. Il ne pouvait pas supporter que je reste dans cette maison de fous, que je sois lié à ces monstres. Notre relation n'a pas survécu au traumatisme. Il est parti au Canada 2 semaines plus tard. Seul. Et je suis restée, le cœur en miettes, morte à l'intérieur. Ce jour-là, quelque chose s'est définitivement éteint en moi. L'amour filial que je portais encore à ma famille, malgré tout, s'est transformé en cendre froide. J'ai cessé d'être une fille et une sœur. Je suis devenue un comptable de la vengeance. J'ai séché mes larmes et j'ai attendu mon heure. J'ai attendu qu'il fasse l'erreur fatale. Mes chers amis, je vous pose la question très sincèrement, si vous aviez été à ma place, après une telle trahison, auriez-vous tout fait exploser immédiatement? Ou auriez-vous fait comme moi, auriez-vous attendu le moment parfait pour frapper encore plus fort? Dites-moi dans les commentaires, je serais partie, ou je serais restée pour me venger. Je suis curieuse de connaître vos limites. L'opportunité de ma vengeance s'est présentée il y a une semaine. Le destin, ou peut-être l'esprit de tante Solange, a enfin décidé de jouer en ma faveur. Le marché immobilier à Lille avait explosé ces derniers mois. Les promoteurs parisiens et étrangers cherchaient désespérément des bâtiments historiques à transformer en loft de luxe ou en hôtel de charme. Le « Théâtre des Ombres », avec sa façade classée et son volume exceptionnel, était devenu une cible de choix. J'étais dans le couloir du premier étage, en train de changer une ampoule sur une applique murale, quand j'ai entendu des voix chuchotées venant du petit salon privé de mes parents. La porte était entr'ouverte. J'ai reconnu la voix d'Amaury, le mari d'Ophélie. Oui, 1,5 million d'euros. C'est le prix net vendeur? Oui, mes beaux-parents sont d'accord sur le principe. Écoutez, monsieur, pour bloquer la vente et écarter les autres acheteurs, on peut s'arranger. J'ai cessé de respirer, immobile sur mon escabeau. Apportez 50 000 € en liquide demain après-midi, a continué Amaury, sa voix baissant d'un ton, devenant conspiratrice. Comme à compte de garantie officieux. On ne passera pas par l'agence pour cette partie, vous comprenez, moins de taxes, moins de traces. C'est gagnant-gagnant. Je me suis figée. Ils allaient vendre. Ils allaient vendre ma maison. Et pire encore, ils s'apprêtaient à commettre un délit grave, accepter un « dessous de table », un pot de vin illégal, pour sceller l'affaire. J'ai tendu l'oreille, le cœur battant à tout rompre. Ma mère a posé une question qui m'a glacé le sang. Et pour Servane? On lui dit quand? Ophélie a ri, un rire cruel et léger. On lui dira une fois que ce sera signé chez le notaire. On ne peut pas prendre le risque qu'elle fasse une scène. On lui donnera 2 000 ou 3 000 € sur la vente.
C'est suffisant pour qu'elle se trouve un studio minable en banlieue ou qu'elle se paie une formation de reconversion. De toute façon, elle n'a besoin de rien, elle est habituée à la crasse et à la simplicité. C'est vrai, a ajouté mon père, d'un ton philosophique qui me donna envie de vomir. C'est pour son bien, au fond. Elle apprendra enfin à être indépendante, à voler de ses propres ailes. On lui rend service en la mettant dehors. Mon sang n'a fait qu'un tour. Non seulement ils allaient me voler mon héritage, violer la mémoire de tante Solange, mais ils avaient prévu de me jeter à la rue avec des miettes, après m'avoir exploité et humilié pendant 9 ans. Ils ne ressentaient aucune culpabilité. Au contraire, ils se sentaient vertueux. Et l'argent de la vente ? A demandé Amaury. On divise en 3 parts, a déclaré Ophélie. Une part pour papa et maman, et 2 parts pour nous, Amaury. On a besoin de capitaux pour lancer ta chaîne de restaurants. Et nous ? A demandé ma mère, un peu inquiète. Oh, ne t'inquiète pas maman, a répondu Ophélie d'un ton rassurant mais trop rapide. On vous a trouvé un endroit charmant. La résidence, les Mimosas. C'est une maison de retraite très conviviale. Vous n'aurez plus à vous soucier de l'entretien d'une grande maison. Et puis, avec l'argent qui restera, nous pourrons voyager tous ensemble, enfin, Amaury et moi viendrons vous voir entre 2 voyages. J'ai entendu le silence hésitant de mes parents. Ils ne savaient pas que les Mimosas était un hospice public bas de gamme, réputé pour son manque de personnel et ses conditions médiocres. Ophélie comptait les parquer là pour dilapider le reste de la fortune. Je suis descendue de mon escabeau en silence, mes mains tremblant de rage contenue. Je suis retournée dans ma chambre humide. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur mais que je n'avais jamais osé appeler pour l'assaut final. Allô, maître Zora ? Ai-je dit, ma voix tremblante d'adrénaline. C'est le moment. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils vont prendre l'argent liquide demain. Le piège est en place. À l'autre bout du fil, la vieille avocate a eu un rire sec, satisfait. Parfait, ma petite Servane. Prépare le projecteur. On arrive pour le dessert. Ce sera un festin. Revenons à ce dîner. À ce silence de mort. À cette tache de vin sur ma chemise qui commençait à sécher et à coller à ma peau. 30 secondes, dis-je en regardant ma montre, brisant le silence. Ophélie commençait à paniquer. Elle n'avait jamais vu ce regard dans mes yeux. C'était le regard de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. C'était le regard du bourreau. Mais enfin, Servane, arrête ce cinéma, s'écria ma mère, nerveuse, sa voix montant dans les aigus. C'est quoi cette clé ? Pourquoi tu nous regardes comme ça ? Tu nous fais peur. Je ne répondis pas. Je me levai lentement, savourant chaque instant de leur confusion. Je me dirigeai vers le grand mur blanc au fond de la salle à manger. J'avais discrètement installé un petit projecteur portable sur le buffet avant le dîner, caché derrière une soupière en argent. Je sortis mon téléphone de ma poche et le connectai au câble HDMI. 10 secondes, murmurai-je. Maman, appelle la police. Cria Ophélie en reculant, renversant sa chaise. Elle est devenue folle. Elle va nous tuer. Non, dis-je calmement en appuyant sur le bouton « Play ». C'est moi qui ai invité la police. Et il devrait être là d'une seconde à l'autre. Le mur s'illumina soudainement, projetant une lumière crue dans la pièce tamisée. La première image qui apparut n'était pas une photo de famille. C'était un document juridique scanné en haute résolution. En haut, en lettres gothiques noires et grasses, on pouvait lire « Acte de propriété ». Les yeux de mon père se plissèrent. Il s'approcha de l'écran projeté, plissant les yeux pour lire les petits caractères, son verre de vin tremblant dans sa main. C'est l'acte de la maison, balbutia-t-il, ne comprenant pas. Mais pourquoi il y a ton nom dessus ? En effet, à la ligne « Propriétaire unique », il était écrit en toutes lettres, irréfutable, Mademoiselle Servane Dubois. Date d'acquisition, 12 novembre 2014. Parce que c'est ma maison, papa, dis-je, ma voix résonnant avec une force nouvelle. Tante Solange me l'a vendue 1 an avant sa mort. Je suis la propriétaire légale de chaque brique, de chaque poutre, de chaque grain de poussière et de chaque meuble de ce théâtre depuis 9 ans. Vous vivez chez moi. Vous mangez chez moi.
Vous me méprisez chez moi. Un silence de mort tomba sur la table. Plus lourd encore qu'avant. Puis Amaury éclata d'un rire nerveux, forcé. C'est un faux. C'est un montage Photoshop. Elle essaie de nous arnaquer avec un faux document. Elle est pathétique. 0 seconde, dis-je. À cet instant précis, comme dans un film, la lourde porte d'entrée du théâtre s'ouvrit à la volée dans le vestibule adjacent. 2 officiers de police en uniforme entrèrent, l'air grave, suivis d'une petite femme âgée aux cheveux gris tirés en un chignon strict, s'appuyant sur une canne à pommeau d'argent, mais marchant avec la dignité d'une reine. Maître Zora Belkacem. Je vous assure que ce document est parfaitement authentique, Monsieur Lenoir, déclara Zora, sa voix résonnant avec une autorité implacable qui fit taire Amaury instantanément. Je l'ai rédigé moi-même, et il est enregistré aux hypothèques et au cadastre depuis près d'une décennie. Vous êtes, messieurs dames, des occupants sans titre ni droit. Des squatteurs, pour utiliser un terme juridique précis, bien que « parasite » soit peut-être plus approprié moralement. Ma mère s'effondra sur sa chaise, portant la main à sa poitrine comme si elle faisait une crise cardiaque. Ce n'est pas possible. Solange, ma belle-sœur, elle ne nous aurait pas fait ça, elle nous aimait. Elle savait exactement qui vous étiez, répondis-je froidement. Et elle voulait s'assurer que vous ne vendriez pas son âme pour acheter des sacs à main et des voitures de sport. Elle m'a confié la mission de protéger cet endroit. Et j'ai failli échouer à cause de ma pitié pour vous. Mais c'est fini. C'est illégal. Hurla Ophélie, le visage tordu par la haine, réalisant que son héritage venait de s'évaporer. On va te traîner en justice. On va contester le testament. On va dire que tu as manipulé une vieille dame mourante. Il n'y a pas de testament à contester, idiote, intervint Zora avec un sourire méprisant. C'était une vente en viager. Une transaction commerciale actée et payée du vivant de Madame Solange. C'est juridiquement inattaquable. Vous pouvez essayer, mais vous perdrez le peu d'argent qu'il vous reste en frais d'avocat. Et en parlant de transaction, ajoutez-je, passons à la diapositive suivante. Vous allez adorer celle-là. J'appuyai sur la télécommande. Une vidéo se lança sur le mur. C'était l'enregistrement de la caméra cachée que j'avais placée dans le salon la semaine précédente. L'image était granuleuse, en noir et blanc, mais le son était cristallin. On y voyait Amaury recevoir une épaisse enveloppe Kraft des mains d'un homme en costume gris. On voyait ses mains avides compter les billets de 500 €. Amaury, dans la vidéo, 50 000, comptez-y, parfait. On signe la promesse de vente la semaine prochaine. Pas de facture, comme convenu. Puis la voix d'Ophélie, hors champ, glaciale, et avec ça, on réserve les billets pour les Maldives. Et pour les vieux, on a trouvé l'hospice, les Mimosas. C'est le moins cher de la région, ça pue un peu l'urine, mais ils ne s'en rendront pas compte, ils seront trop tristes d'avoir quitté la maison. On leur dira que c'est une résidence de luxe. Dans la salle à manger, le silence se transforma en horreur pure. Mon père se tourna lentement vers sa fille chérie. Son visage était gris, ses lèvres tremblaient. L'hospice? Le moins cher? Ça pue l'urine? Tu avais dit qu'on achèterait un appartement à Nice avec vue sur la mer? Tu avais dit qu'on vivrait ensemble. Ophélie devint écarlate, prise au piège. C'était une blague. Papa, tu sais bien que j'aime rigoler. C'était de l'humour noir. Je n'aurais jamais fait ça. C'est une blague qui va vous coûter très cher, madame, dit l'un des policiers en s'avançant vers Amaury et Ophélie, sortant une paire de menottes. Monsieur Amaury Lenoir? Madame Ophélie Dubois? Nous avons reçu une plainte du groupe immobilier ce matin, corroborée par les preuves fournies par maître Belkacem. Il semble que vous ayez tenté de vendre un bien qui ne vous appartient pas, en acceptant des fonds illicites. C'est de l'escroquerie en bande organisée et de l'abus de confiance. Amaury tenta de reculer, renversant sa chaise dans sa panique. Je ne savais pas. C'est elle. C'est Ophélie qui a tout organisé. Elle m'a dit que la maison était à elle. Elle m'a forcé. Lâche! Hurla Ophélie en se jetant sur son mari pour le griffer au visage, ses ongles manucurés laissant des traces sanglantes. C'est toi qui as des dettes de jeu.
C'est toi qui as besoin d'argent pour payer tes créanciers russes. C'était le chaos absolu. Les policiers durent séparer le couple parfait qui se déchirait maintenant comme des animaux sauvages pris au piège. Le vernis avait craqué, révélant la pourriture en dessous. « Attendez !» criai-je pour couvrir le tumulte. « J'ai une dernière chose à montrer. Une dernière petite chose avant que vous ne les emmeniez. » Je passai à la dernière diapositive. Le fameux fichier Excel. Le carnet noir. Des milliers de lignes défilèrent à toute vitesse, hypnotiques, s'arrêtant sur le total final en bas de page, écrit en rouge 100, clignotant sur l'écran, 142 580 € et 45 centimes d'euros. C'est la somme exacte que vous me devez, dis-je en regardant mes parents droit dans les yeux. Chaque facture, chaque réparation, chaque course, chaque dette que j'ai payée pour vous pendant 9 ans. J'ai les justificatifs bancaires pour tout. Vous m'avez traité de parasite ? De sangsues ? Regardez les chiffres. C'est moi qui vous ai nourri. C'est moi qui vous ai chauffé. C'est moi qui ai payé vos dettes. Je me tournai vers Zora. Maître, ajoutez ceci au dossier de la plainte civile. Je veux récupérer chaque centime. Ma mère pleurait à chaudes larmes, son maquillage coulant sur son visage ravagé, ruinant sa robe de soirée. Servane, pitié, nous sommes tes parents, tu ne peux pas nous faire ça, nous sommes vieux. Non, dis-je, sans une once d'émotion. Vous n'êtes pas mes parents. Des parents n'exploitent pas leurs enfants. Des parents ne laissent pas leurs filles se faire humilier. Vous êtes mes locataires insolvables et abusifs. Et votre bail a expiré il y a 9 ans. La scène qui suivit restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Ce n'était pas une scène de triomphe joyeux comme dans les films. C'était une scène d'une tristesse infinie, lourde, poisseuse, mais absolument nécessaire. C'était comme l'amputation d'un membre gangrené pour sauver le reste du corps. Les policiers ont emmené Ophélie et Amaury au poste pour leur garde à vue. Ophélie hurlait comme une démente, m'insultant, me maudissant, jurant qu'elle se vengerait, qu'elle me tuerait. Amaury pleurait comme un enfant, suppliant les agents de ne pas serrer les menottes trop fort. Restaient mes parents. Seuls. Déchus. Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires personnelles, leur dit l'huissier qui accompagnait Aura, d'un ton professionnel et froid. Uniquement vos vêtements et effets personnels de toilette. Tout ce qui a été acheté avec l'argent de Mademoiselle Dubois, c'est-à-dire les meubles, l'électroménager, la décoration, reste ici. C'est sa propriété. J'ai regardé mes parents monter l'escalier monumental, le dos voûté, soudainement très vieux, s'appuyant sur la rampe comme s'ils allaient tomber. 1 heure plus tard, ils redescendaient avec 4 valises et quelques sacs poubelles remplis à la hâte. Ils n'avaient plus leur superbe. Ils n'avaient plus leur arrogance. Ils n'étaient plus que 2 vieillards effrayés face à la nuit et à l'inconnu. Ma mère s'arrêta devant moi dans le vestibule. Elle tendit une main tremblante vers moi, essayant de toucher mon bras. « Où allons-nous dormir ce soir, Servane ? Il pleut. On n'a nulle part où aller. On n'a pas d'argent. » J'ai senti une pointe de douleur dans ma poitrine. C'était ma mère, après tout. L'instinct de l'enfant qui veut protéger ses parents s'est réveillé, violent. J'ai failli céder. J'ai failli dire « restez pour ce soir ». Mais alors, j'ai repensé à Thibaut. J'ai repensé à sa gifle dans le couloir. J'ai repensé à mes 10 ans, à mes mains d'homme. J'ai repensé à l'hospice, les mimosas qu'ils avaient acceptés pour eux-mêmes sans le savoir, mais qu'ils auraient sûrement choisi pour moi sans hésiter une seconde. J'ai durci mon cœur. J'ai sorti une enveloppe de ma poche arrière. Elle contenait 200 € en liquide. Allez à l'hôtel de la gare, dis-je en leur tendant l'enveloppe sans toucher leurs mains, laissant le papier tomber sur la valise de mon père. C'est assez pour 2 nuits dans une chambre simple. Après ça, demandez de l'aide à votre fille préférée. Elle aura sûrement besoin d'aide pour payer son avocat. Servane, commença mon père, les larmes aux yeux. Je. Sortez, dis-je. Ma voix ne tremblait plus. C'était un ordre. Sortez de chez moi. Maintenant. Ils sont sortis sous la pluie battante de l'île. J'ai vu leurs silhouettes se courber sous l'averse, traînant leurs valises sur les pavés mouillés. J'ai fermé la lourde porte en chêne derrière eux.
J'ai tourné la clé en laiton dans la serrure. Clac clac. Double tour. Le bruit de la serrure fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. Je me suis adossé à la porte et j'ai glissé jusqu'au sol. Dans le silence immense du théâtre vide, pour la première fois depuis 9 ans, je n'ai pas entendu de reproches. Je n'ai pas entendu de demande d'argent. Je n'ai entendu que le battement de mon propre cœur, libre et fort. Les mois qui ont suivi ont été une période de purge et de reconstruction. Ophélie et Amaury ont été condamnés à de la prison avec sursis et à de lourdes amendes pénales. Pour rembourser l'acompte volé au groupe immobilier et éviter la prison ferme, ils ont dû tout vendre. Leur voiture de leasing, les bijoux d'Ophélie, les costumes de marque d'Amaury. Ils ont fini ruinés, leur mariage a explosé sous la pression. Ophélie vit aujourd'hui seule dans un petit studio humide, travaillant comme vendeuse dans une parfumerie de banlieue, loin du luxe qu'elle prétendait mériter par droit divin. J'ai poursuivi mes parents au tribunal civil pour récupérer la somme de mon carnet noir. Le juge, voyant les preuves accablantes de l'abus de faiblesse et de l'exploitation financière, a statué en ma faveur sans hésiter. Une partie de leur petite retraite est désormais saisie chaque mois pour me rembourser. C'est symbolique, ça prendra 100 ans pour tout récupérer, mais c'est une question de principe. La justice a été rendue. Mais le plus important, c'est ce que j'ai fait de la maison. J'ai quitté mon emploi d'ingénieur qui m'épuisait. Avec l'aide d'un prêt bancaire, que j'ai obtenu sans problème en mettant la maison en garantie, maintenant qu'elle était officiellement à moi aux yeux de tous, j'ai commencé les travaux de rénovation. J'ai transformé le « théâtre des ombres » en ce qu'il aurait toujours dû être, un lieu de vie, de lumière et de création. Le rez-de-chaussée est devenu un espace de coworking pour artisans et artistes locaux. L'étage est devenu mon appartement, un espace lumineux, chaleureux, débarrassé des vieux meubles poussiéreux, des fourrures de ma mère et des fantômes du passé. J'ai renommé l'endroit « l'espace Solange », en hommage à celle qui m'avait tout donné. Un soir d'automne, alors que je finissais de peindre un mur du hall d'entrée en blanc cassé, on a frappé à la porte. Mon cœur a raté un battement. J'avais peur que ce soit mes parents, revenant mendier ou faire un scandale. J'ai pris une grande inspiration et j'ai regardé par l'œilleton. Un homme se tenait là, trempé par la pluie, tenant un sac de voyage usé. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, un peu plus maigre, mais ses yeux, c'étaient les mêmes yeux doux et intelligents qui m'avaient aimé. Thibaut. J'ai ouvert la porte, mes mains couvertes de peinture blanche tremblant légèrement. J'ai vu l'article dans le journal local, a-t-il dit simplement, sa voix enrouée par l'émotion. L'article sur la réhabilitation du théâtre et l'histoire de la propriétaire qui a tenu tête à sa famille d'escrocs. Je suis rentré du Canada dès que j'ai lu ça. Je ne pouvais pas croire que tu l'avais fait. Pourquoi? Ai-je demandé, les larmes me montant aux yeux, brouillant ma vue. Après ce qu'ils t'ont fait. Après ce que je t'ai laissé subir. Je ne te mérite pas. Parce que je savais que tu le ferais, a-t-il souri, un sourire timide mais sincère qui illumina son visage. Je savais que tu trouverais la force. Je connais la femme qui bâtit des cathédrales. Et je voulais être là quand tu serais enfin libre. Je t'aime, Servan. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai rien dit. Les mots étaient inutiles. Je me suis jetée dans ses bras, tachant son manteau de peinture fraîche, m'en fichant éperdument. Il sentait la pluie, le voyage, et pour la première fois depuis très longtemps, il sentait la maison. La vraie maison. Aujourd'hui, Thibaut et moi dirigeons l'espace Solange, ensemble. Nous aidons à restaurer d'autres vieux bâtiments de l'île. Nous sommes heureux, d'un bonheur calme, solide et durable, comme les fondations de cette maison que j'ai protégée. Mes parents m'envoient parfois des lettres. Ils se plaignent de leur logement social, de leur rhumatisme, de l'ingratitude d'Ophélie qui ne va jamais les voir. Ils me demandent pardon. Ils disent qu'ils m'aiment. Ils disent que la famille est sacrée. Je ne réponds jamais. Je brûle les lettres dans la cheminée du salon, regardant les mots de mensonge se transformer en cendres noires et s'envoler par le conduit, emportés par le vent du nord. Certains diront que je suis cruelle. Qu'on ne laisse pas ses parents finir leurs jours dans la précarité. Qu'on doit pardonner à sa famille, quoi qu'il arrive, parce que le sang est plus épais que l'eau. Mais j'ai appris une leçon dure mais essentielle, la famille, ce n'est pas l'ADN.
La famille, ce n'est pas le nom qu'on porte. La famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous soutiennent, qui vous protègent et qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur donner. L'arbre généalogique est important, oui. Mais comme me le disait tante Solange dans ces derniers instants, parfois, pour sauver l'arbre, il faut couper les branches pourries, même si cela fait mal, même si cela laisse des cicatrices sur le tronc. C'est le seul moyen pour que les racines survivent et continuent de grandir. J'ai coupé les branches. Et aujourd'hui, mes racines sont plus profondes et plus fortes que jamais. Merci infiniment d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous donnera la force, si vous en avez besoin, de dire non, de poser des limites et de vous protéger contre ceux qui vous font du mal, même s'ils partagent votre sang. Que pensez-vous de ma décision finale? Ai-je eu raison de ne pas pardonner et de brûler ces lettres? Dites-le-moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. Likez cette vidéo si elle vous a touché, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de résilience. Prenez soin de vous et de vos racines. À bientôt.